Bonjour tout le monde. Je ne sais pas qui était à notre atelier d'hier sur les stratégies omnicanales. Je ne sais pas. Il y en avait, hein? Oui, je vois quelques visages connus. Donc merci de vos fidélités et merci aux nouveaux venus. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui intéresse un peu tout le monde, je crois, qui est la nouvelle réglementation sur la téléprospection, dont vous avez évidemment tous entendu parler. Et on a décidé de traiter ça avec un format, sous le format de table ronde, avec différents intervenants. Donc on va commencer par nos clients. Régis, directeur du pôle d'expertise sortant, c'est ça? Chez Majorel, client de longue date de Vocalcom. Nous, c'est Vocalcom. Hein. Tu peux dire depuis 20 ans même. Depuis 20 ans? Depuis 20 ans. Ah, super. Ça, c'est vraiment du long terme, vous avez vu? Cool. Ensuite, on a Benoît, notre expert légal. Oui, bonjour. Chez Vocalcom. Absolument. Voilà. Depuis 20 ans? Non, pas depuis 20 ans. Depuis 1 an sur les sujets des centres de contact et de la relation client. Ouais. Voilà. Et Cécile, qui nous a rejoint récemment de chez un de nos concurrents que nous ne citerons pas et que j'ai le plaisir d'avoir accueilli dans mon équipe. Cécile. Bonjour à tous. Voilà. Qui s'occupe de tout ce qui est téléphonie, régulation, telco chez Vocalcom. Et moi-même, je m'appelle Karine Palacio et je suis CPO chez Vocalcom. Je connais certains d'entre vous d'une autre vie également. Oui, bonjour aux nouveaux, merci. Donc, pour ceux qui étaient là hier, je vais me répéter pendant 1 minute, si vous me l'autorisez, mais 1 seule minute. Selon Gartner, en 2026, il semblerait que les transactions sortantes vont être plus nombreuses que les transactions entrantes. On en a parlé hier. L'idée étant de réconcilier les deux équations classiques, les deux termes de l'équation classique des centres de contact, qui sont réduire nos coûts ou contrôler nos coûts et optimiser l'expérience client. Et on se dit, évidemment, avec le sortant, devancer les désirs des utilisateurs et des clients devrait avoir un impact positif sur les deux. Ça, c'est si les campagnes sortantes, quelles qu'elles soient, ne deviennent pas ou ne sont pas intrusives. Or, comme on sait tous, il y a eu un certain nombre d'événements et de dérives sur le marché français et pas que, sur l'ensemble des marchés mondiaux, en fait, surtout en Europe, qui fait qu'aujourd'hui, les campagnes d'appels sortants n'ont pas une super réputation et que donc, on a d'ailleurs vu, il y a l'année dernière, une nouvelle loi qui encadre l'activité des campagnes sortantes et qui intègre un certain nombre de contraintes. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est est-ce que ces contraintes sont vraiment la fin de l'outbound en France? Nous, on ne pense pas. Ou est-ce que c'est une opportunité une opportunité de créer un nouveau modèle? Donc pour cela, on va commencer par l'environnement légal et essayer de le comprendre un petit peu mieux. Je vais poser une question à Benoît en premier. Donc on parle beaucoup de la dernière loi sur la téléprospection 2022, mais en fait tout ça, c'est pas nouveau. Je suis sûre que tout le monde a entendu parler de Blocktel. Enfin, ça fait assez longtemps que le législateur essaye d'encadrer le secteur. Benoît, tu peux nous en dire un peu plus? Absolument. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas à proprement parler un droit de la téléprospection dédié spécifiquement à la téléprospection, mais plutôt un corpus de droits qui viennent irriguer la matière et la pratique des centres d'appel. Le tout premier, c'est un droit fondamental, c'est le respect au droit de la vie privée qui s'exprime en Europe à travers le fameux règlement européen sur la protection des données, le RGPD. C'est un droit qui recouvre un champ très vaste et qui revêt des enjeux importants puisque ça impacte la relation avant, pendant et après. Puisque dès lors qu'il y a la collecte de données, dès lors qu'il y a l'utilisation et la conservation de données, il faut veiller à respecter ce droit. Le second droit, qui lui a aussi un impact direct, c'est évidemment le droit de la consommation. Le droit de la consommation qui parfois aussi s'exprime à travers des droits plus sectoriels. À titre d'exemple, dans le monde des assurances, désormais, pour pouvoir faire un contrat par voie téléphonique, il faut qu'il y ait un second appel. Donc ça vient en plus du droit de la consommation classique. Et pour finir sur cette première vue sur les droits qui impactent
notre secteur d'activité, il y a également le droit des communications électroniques qui encadre là non pas ni la relation business, mais plutôt les moyens mis en œuvre pour réaliser le business, donc notamment les numéros de téléphone qui sont utilisés pour la téléprospection. Et ces différents droits ont été très récemment modifiés, mais cela fait en fait une dizaine d'années, avec la fameuse loi Hamon en 2014, qui a instauré en France le système Blocktel, qui est inspiré des Do Not Call List anglo-saxonnes. L'objectif est qu'une personne qui s'inscrit sur ce fichier ne puisse pas être appelée et faire l'objet du coup de téléprospection active. Enfin, en 2020, et c'est la deuxième vague, on a vu la loi Negelen qui est arrivée, qui a renforcé le dispositif Blocktel, qui a augmenté les sanctions et qui a également initié une interdiction sectorielle, cette fois-ci, avec l'interdiction d'opérer de la téléprospection en matière de rénovation énergétique. Donc le droit, certes, a été modifié très récemment en fin 2022, on en parlera plus tard, mais en réalité, cette vague de régulation sur notre secteur d'activité est assez ancienne et a au moins une dizaine d'années. Donc rien de nouveau finalement, il y a juste des précisions qui sont apportées par le législateur. Ok, donc en fait, il y avait déjà un cadre législatif. Absolument. Mais a priori, ça n'a pas suffi. Et il semble qu'il y ait des raisons pour lesquelles ça n'a pas suffi. Donc, on a parlé beaucoup des abus récents, des fraudes aussi. Donc, Cécile, est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu quels ont été les types d'abus, de fraudes et quels ont été les impacts extrêmement néfastes sur notre secteur des récents événements ? Alors, c'est sûr que je pense que tout le monde a sa petite anecdote sur la personne qui vous appelle, qui veut vous changer vos fenêtres, votre frigo, votre toit, etc. Donc, il y a eu énormément d'abus récemment sur le secteur de la rénovation énergétique, parce que comme il y avait des aides de l'État, évidemment, à chaque fois qu'il y a une aide, quelqu'un essaye de se mettre sur ce marché-là. Après, les abus téléphoniques, c'est vrai que c'est... ça fait des années que ça existe. Je pense que la première grande arnaque, c'était ce qu'on appelait les ping calls. Ces numéros qui vous appellent une fois et qui raccrochent. Du coup, vous, en tant que consommateur, vous voyez que vous pensez que c'est quelqu'un qui vous a appelé. Qu'est-ce que vous faites ? Vous rappelez et là, vous tombez sur un numéro surtaxé. Là, ça a été des millions et des millions qui ont été quelque part détournés des consommateurs. C'était vraiment une arnaque très facile à mettre en place. Il fallait juste un numéro qu'on appelait les numéros Indigo à l'époque, et ça fait 20 ans que cette arnaque perdure. Donc ça, c'était vraiment juste sur la partie téléphonique. Après, sur la partie téléprospection, c'est vrai qu'on a été extrêmement démarchés c'est les dernières années. Avant, c'était sur le téléphone fixe et il y a quelques années, c'est passé également sur le mobile. Donc, on pensait tous, en tant que consommateurs, être un petit peu protégés au niveau de nos numéros mobiles. Et on a vu que ce n'était pas du tout le cas. On a commencé à vraiment recevoir beaucoup d'appels sur le mobile. Et bon, au bout d'un moment, il y a un certain harcèlement téléphonique en fait, qui se produit et les gens n'ont plus du tout envie de répondre. Alors, il y a eu le secteur de l'énergie, il y a eu le secteur de la formation. J'imagine que tout le monde ici a eu quelqu'un qui lui a proposé de profiter de son compte personnel de formation. Tout simplement parce qu'il y a quelques années, en fait, les heures que vous aviez accumulées avec le DIF et puis donc maintenant le CPF se sont transformées non pas en heures mais en argent. Et donc vous aviez un compte qui n'était plus en heures mais en euros. Et là, pareil, quand il y a des euros, il y a des fraudes. Et donc là, ça a été tous les gens qui vous ont appelé pour vous proposer des formations, soit qui n'étaient pas adaptées, soit tout simplement qui n'existaient pas. Et parfois même pour vous usurper votre identité, vous se connecter à votre place sur le compte de formation, vider le compte. Et ça a été... on a les chiffres sur les sites du ministère de l'économie. C'est des millions d'euros en 2020 et ça a atteint 40 millions, plus de 40 millions en 2021. Enfin, c'est vraiment des milliers de gens qui ont
perdu tout leur compte formation. Donc après, se pose la question sur l'impact sur le marché. Il est énorme parce que, j'imagine que vous faites comme moi, maintenant quand vous voyez quelqu'un qui vous appelle, vous n'avez plus du tout envie de répondre. Ça veut dire, est-ce que c'est la fin des appels sortants ? Est-ce que justement il faut interdire, encadrer, faire un système plus vertueux pour sauver quelque part ce marché-là ? Et je crois d'ailleurs, Benoît, que sur les CPF, il y a eu une régulation spécifique. Oui, absolument. Donc, suivant la loi de Nagelen 2020 qui avait inventé l'interdiction sectorielle sur la rénovation énergétique, en reprenant ce principe d'interdiction sectorielle, le législateur a récemment interdit tout simplement la téléprospection en matière de CPF. Ça date de décembre 2022. Donc voilà, c'est une mesure qui peut être prise absolument par le législateur afin de protéger les consommateurs dès lors qu'il y a des abus, particulièrement donc, dans un domaine d'activité. Ouais. Et donc, si on revient au nouveau cadre, parce que je sais que vous avez certainement assisté, l'AFRC avait fait un excellent webinaire sur les différents volets, etc. Mais est-ce qu'on pourrait rappeler, Benoît, les différents volets sur lesquels s'appuie ce nouveau cadre juridique ? Alors, ce nouveau cadre juridique, qui est donc la 3e salve réglementaire, après, pour rappel, la loi Hamon 2014 et la loi Nagelen de 2020, fin 2022, on voit arriver la contrainte sectorielle, donc à travers l'interdiction du CPF et une loi spécifique en décembre 2022, puis la contrainte du droit de la consommation, avec le fameux décret d'octobre 2022 qui vient encadrer les fréquences d'appel et les horaires, notamment. Pour rappel, d'ailleurs, ce décret avait été plus ou moins quand même un peu enterré, mais c'est une députée, Delphine Batho, il me semble, qui avait fait une proposition de loi en mai 2021 pour tout simplement interdire la téléprospection sans consentement préalable. Ce qui a un peu bousculé le secteur et ce qui a conduit à la publication assez rapide du décret ensuite. Et enfin, donc, la dernière régulation de cette 3e salve, qui, elle, répond plus à une contrainte de moyens, une contrainte technique, c'est la publication du plan de numérotation en septembre 2022. Le plan de numérotation, c'est l'outil par lequel l'ARCEP énonce les règles en matière d'éligibilité, d'utilisation et de revente des ressources en numérotation, avec une innovation particulière, c'est l'interdiction pure et simple des automates d'appel pour les numéros territorialisés, avec quelques exceptions, dont la plus notoire, les fameux numéros polyvalents vérifiés, qui sont aujourd'hui un peu le nerf de la guerre. Ouais. Et sur lequel tout le monde se penche. Et sur lequel tout le monde se penche. Voilà. Alors là, on a parlé des abus, des fraudes, qui ont nui terriblement au secteur. Mais moi, je ne veux pas être provocante, mais est-ce qu'on ne pense pas que nous, ensemble, les acteurs du marché, que ce soit les solutions, nous, par exemple, on a un dialer assez productif, on va dire. On a certains de nos clients dans la salle qui font des campagnes sortantes assez intenses. Est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité dans l'exaspération du public et la réaction légale ? Est-ce que, par manque d'autorégulation et de prédiction de ce qui pouvait se passer, est-ce que quelque part on n'a pas un peu une responsabilité parce qu'on n'a pas vu venir le truc et puis qu'on n'a pas, on n'a pas fait ce qu'il fallait avant, quoi. Cécile, qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas une question évidente parce que je pense qu'il y a de tout, comme dans tous les marchés. Il y a des gens qui vraiment ont abusé parce que c'est pas juste des fraudeurs, c'est vraiment des gens qui ont essayé de prendre l'argent. Enfin, il y a vraiment des arnaques, le compte professionnel de formation, la rénovation énergétique. Je sais qu'il y avait des gens qui vous appelaient, qui faisaient carrément des devis à votre place pour toucher la prime rénov et sous couvert de dire on s'occupe de tout, vous inquiétez pas. En fait, il n'y avait vraiment pas du tout de travaux faits chez vous, c'était vraiment de l'arnaque. Bon, là, il y a vraiment de l'abus. Ça, c'est, je veux dire, le côté extrême du marché. Après, il y a des gens, évidemment, très vertueux qui essayent de paramétrer les systèmes pour être le moins intrusif possible vis-à-vis des consommateurs. Et puis, je dirais qu'il y a un peu la majorité du marché qui se cherche et qui essaye de réguler, de s'autoréguler. Je pense que,
on est des professionnels, mais on est aussi des consommateurs. Donc, on essaye aussi, en tant que professionnels, d'avoir une éthique dans la mise en œuvre de nos produits chez Vocalcom et puis des campagnes d'appel chez nos clients. Néanmoins, on a beau faire tous les produits les plus paramétrables, forcément, à la fin, il y a quand même une pression du marché. Et j'ai quand même l'impression que ça doit venir des marques, c'est-à-dire de nos clients finaux, qui, eux, veulent du lead, veulent faire du chiffre. Et nous, on fournit un outil. Nos clients fournissent des solutions pour répondre à ce besoin-là. Derrière, si les marques, s'il y a une volonté des marques d'améliorer leur image, d'avoir un marché plus vertueux, je pense que c'est la clé pour quelque part sauver ce marché. Sinon, à la fin, on interdira tout et ce ne sera pas la bonne solution. Mais je pense, est-ce que ça ne doit pas venir aussi des marques de se dire, voilà, on arrête de harceler les gens, on essaye peut-être avec l'omnicanalité, on en parlera peut-être plus tard, mais de différencier les angles d'attaque et de faire en sorte que l'image de marque des entreprises soit la clé pour avancer dans ces solutions. Donc cette régulation, quelque part, elle peut avoir un effet positif et nous aider. Mais d'ailleurs, je crois que tu voulais dire que les acteurs n'ont pas été absents de ça, non ? Les acteurs n'ont pas été absents, puisque je rejoins tout à fait Cécile dans l'analyse. Il me semble que particulièrement les centres d'appel et les éditeurs de logiciels ont conscience des enjeux. Ils en ont conscience parce que, à ma connaissance, les centres d'appel ont édicté un code de conduite, sont par ailleurs membres d'une association qui vise à protéger évidemment leurs intérêts, mais aussi à protéger les intérêts des consommateurs et qui contribuent dans la formulation de la réglementation afin d'avoir toujours quelque chose de plus vertueux. Et il me semble que l'analyse sur le fait que les marques doivent être plus responsables, on le ressent aussi dans le droit, en fait, puisque il se trouve que, pour reprendre les 3 droits que j'avais énoncés qui constituent le corpus, quand on regarde bien, les marques sont en réalité responsables à la fin. Et c'est vraiment important de le comprendre. C'est-à-dire qu'en droit des données personnelles, quand une marque donne à un centre d'appel qui va télécharger dans un logiciel une base de données, c'est de la responsabilité de la marque de veiller à ce que la collecte des données ait été faite en respect du droit de la protection des données. Donc, il ne peut échapper à sa responsabilité en matière de droit des données. De même, lorsque on parle de droit de la consommation, dans le décret d'octobre 2022, le législateur a été très clair. Il parle de professionnels et de tout tiers agissant pour son compte. Le tiers agissant pour son compte étant évidemment le centre d'appel. Et le professionnel est lui visé, clairement. Il doit respecter la loi. Et enfin, pour le 3e droit qui irrigue la téléprospection, en matière de droit des télécommunications, là aussi, l'attribution désormais des ressources doit se faire directement au donneur d'ordre final, donc à la marque, qui, elle, est responsable de l'usage qu'elle va faire du numéro de téléphone. Quand bien même, il peut y avoir une discussion ensuite sur le paramétrage de l'outil logiciel, évidemment, mais à la fin, au regard de la loi, sur ces 3 droits qui constituent le corpus de la téléprospection, on voit bien que les marques, les donneurs d'ordre, sont responsables. Donc je pense qu'il est désormais de leur intérêt réel de contribuer à rendre le marché plus vertueux en la matière. Merci Benoît. Donc en fait, quelque part, les solutions et les centres d'appel ont force de proposition, mais le propriétaire de la campagne et le responsable, c'est la marque. Donc il va falloir les aider. Oui, absolument. D'accord, très bien. Il y a également quelque chose dont on parle pas mal, qui est un peu différent qui est une contrainte très différente des contraintes législatives, qui sont ces fameuses applications anti-spam. On en a parlé un peu aussi hier, qui sortent de tout cadre réglementaire. Il y en a sur les différents systèmes d'exploitation des téléphones mobiles. Je suis sûre que vous l'avez sur le vôtre.
détection de spam. Et il y a quelqu'un qui me disait l'autre fois, vu le nombre d'appels qu'elle émet, ma belle-mère est devenue suspicion de spam sur mon téléphone. C'était une plaisanterie, mais pas complètement. Donc, est-ce que, Cécile, tu pourrais nous expliquer un petit peu quels ont été les impacts qui peuvent parfois être anecdotiques ou même un petit peu plus sérieux de ces applications ? Ces applications, alors déjà ça existait sur le fixe aussi, hein. On peut acheter des téléphones fixes avec des détections de spam. C'est vrai que sur le mobile c'est pratique, il y a plein d'applis maintenant qui existent, soit sur iOS, soit sur Android, ou même sur certains, fait par certains opérateurs. Orange par exemple a une fonction téléphone qui remplace en fait le dialer de votre téléphone. Et bon, il y a pas mal de fonctionnalités. Par exemple, quand vous recevez un appel, en effet, il y a des pourcentages. Est-ce que c'est appel malveillant? Oui, à 80%. Ou, après, est-ce que c'est de la téléprospection? C'est pareil, vous pouvez avoir des pourcentages de suspicion et qui vous aident en tant que consommateur à prendre ou non l'appel. Il y a aussi des fonctionnalités carrément de blocage. Et là, c'est vrai que ça pose peut-être un peu plus question. Si vous activez en tant que consommateur ces applications de blocage, vous risquez quand même de perdre des appels qui potentiellement vous auraient été importants pour vous. Alors l'appel de la belle-mère, ça je vous laisse juger si c'est important, mais on pourrait imaginer des campagnes de rappel de produits défectueux ou de sensibilisation à des problèmes, ou peut-être même des campagnes d'appel d'urgence sur certains types d'usages, et ce serait quand même dommage de rater ces appels-là. Le problème, c'est vrai qu'en tant que consommateur, parfois on ne mesure pas complètement l'impact de bloquer un appel. Vous pouvez évidemment constater l'impact que ça a sur votre usage, votre batterie qui se vide ou vos données qui sont aussi quelque part piquées. Ça a été le cas de quelques appels anti-spam. En fait, comme ça se substitue au dialer de votre téléphone, en fait, ça enregistre quand même tous vos contacts, forcément, et tous vos appels. Donc là, après, c'est à vous de choisir si vous avez envie qu'une application tierce que vous ne connaissez pas forcément ait accès à tous vos données. Bon, ça, c'est en tant que consommateur, c'est à vous de décider jusqu'où vous mettez la protection de vos données. Mais après, le fait de ne pas recevoir un appel, dans certains cas, ça peut quand même être préjudiciable. Quel est le point de vue légal là-dessus sur ces applications, Benoît ? Alors, je pense très honnêtement que c'est juste une opportunité économique pour ces acteurs-là. Ils ont ressenti que les consommateurs étaient insatisfaits de recevoir énormément d'appels dans un marché aussi concurrentiel que la fourniture de systèmes d'exploitation ou de téléphone directement, ou même pour les opérateurs. Je pense que c'était plus une marque de différenciation, un service supplémentaire qui était offert, donc encadré par des termes contractuels pour le coup. Mais ce qui est sûr, c'est que ça pose problème dans la mesure où c'est des solutions techniques un peu brutales à un problème des consommateurs, mais ça peut engendrer des effets de bord. Cécile les évoquait. Par exemple, pour des campagnes de rappel sur des produits qui sont défectueux, dangereux, ça peut poser problème sur des mécanismes d'appel d'urgence. Enfin, je pense honnêtement que, alors c'est pas encore le cas et j'ai pas d'informations hein, évidemment, mais il n'est pas impossible que le législateur prenne des mesures pour peut-être pas interdire ce genre de solution de surcouche logicielle, mais pour l'encadrer, pour préciser jusqu'où ils peuvent aller en la matière, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu simple entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un nombre d'appels d'un numéro qui va faire que c'est bloqué, point. Alors que s'il y a réellement une urgence, finalement, peu importe le nombre d'appels. Et je pense à ce propos qu'il n'est pas impossible qu'il y ait que l'effet du MAN, donc du Steer Shaken, qui va arriver en France en juillet 2023, qui est une des dernières émanations de la loi Negelen 2020, qui impose, on va dire, un identifiant supplémentaire sur le numéro de téléphone, contribue à la sécurité justement des appels sortants. Et diminue l'intérêt qu'auraient des personnes à avoir ce genre de solution sur leur téléphone mobile ou sur leur téléphone fixe.
Merci. Régis, je crois que toi, tu as un point de vue assez tranché sur le sujet, sur les... Pour moi, c'est assez clair, en effet. À la différence de Vocalcom, donc nous, Majorel, on est prestataire de services. Donc, on est un centre d'appel. On est à peu près 80 000 maintenant dans le monde, avec une quinzaine de plateaux, par exemple, sur la France. Et c'est vrai qu'on en parlait quand on a préparé la réunion, on aime en parler de l'appel sortant. On a monté un pôle d'expertise qui s'appelle PEPS, pôle d'expertise pour le sortant, parce que c'est un métier à part entière. Ce sont des techniques, ce sont des outils, ce sont des solutions. Et on travaille beaucoup ce qu'on appelle, nous, les 3 P, people, produits et process. Les people, c'est notre job en tant que tel de recruter, de former, d'avoir des conseillers qui sont capables de fournir une prestation pour du sortant. Les produits, c'est Vocalcom pour notre dialer, comme je disais, depuis 20 ans. On a développé également une plateforme d'engagement pour permettre d'aller plus loin. Et les process, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, globalement, c'est quand même confié par les marques. C'est-à-dire que nous, on a des donneurs d'ordre et on fait ce que nous donnent les marques. En plus, c'est des modèles économiques. Quand on fait du sortant, à la différence d'autres activités, quand on fait de la relation client, quand on fait de la gestion de sinistres ou autres, qui sont vraiment des modèles basés à la performance, avec un funnel de transformation, appel décroché, argumenté et vente, voire même vente nette, vente brute. Et donc, il y a souvent un bench qui est fait entre différents prestataires. Alors oui, nous, on n'appelle pas pour les comptes de formation, on l'a jamais fait. On ne va pas vous vendre non plus d'entretien énergétique pour vos maisons. C'est vraiment pour des grandes marques qu'on fait ces prestations d'appel sortant. Pas uniquement d'ailleurs pour le télémarketing. L'appel sortant, c'est très vaste. On fait du KYC pour la LCBFT. Benoît, par exemple, tu parlais pour de grands énergéticiens. On appelle en avance de phase quand il y a des régulations sur des factures. C'est-à-dire que vous donnez 100 € par mois tous les mois pour votre facture d'énergie. Et là, en ce moment, la dernière facture va passer à 500, la régule, comme on l'appelle. Les marques préfèrent avertir leurs clients avant qu'il n'ait la... Voilà. Donc, il y a énormément de typologies sur du sortant. On parlera après peut-être aussi de la partie sortant initié, voulu et concerné. Mais nous, on pense vraiment que les bonnes pratiques doivent venir des marques avec les nombres de tentatives et autres. On y prête beaucoup d'importance depuis le début. C'est-à-dire qu'on a développé une solution pour, quand on finalise ce qu'on appelle le taux d'exploitation sur une campagne qui nous est confiée, par exemple, pendant un mois. La plateforme d'engagement nous permet de diminuer entre 20 et 25% le nombre de tentatives pour arriver aux mêmes objectifs, aussi bien en vente qu'en décroché. Donc, on fait attention de baisser ce qu'on appelle la pression marketing, de ne pas sursolliciter les clients. Et un peu comme tu le disais, Karine, c'est quelque chose qu'on travaille depuis 5 ans, 6 ans. On n'a pas attendu la loi pour y travailler, puisqu'on parle beaucoup, c'est le salon de l'expérience client. Et pour nous, l'expérience client, qu'est-ce que c'est? C'est un peu compliqué à définir, mais j'aime bien ces 2 termes qui sont... L'expérience client, c'est un parcours et un ressenti. Donc le parcours, ça va être le nombre d'appels par de la multicanalité et autres. Donc on essaye d'optimiser ce parcours. Et le ressenti, c'est nos people, avoir une empathie, avoir de l'assertivité, avoir une vraie prestation de service. Donc oui, on y travaille depuis des années et c'est pour ça qu'on s'est spécialisé sur le sortant. Voilà. Et tu m'as parlé, quand on a préparé la réunion, de la façon dont tu vois aussi les applications anti-spam. Et tu étais assez tranché. Moi, je suis très tranché à nouveau parce que, pour être concret, comme tu dis, on voit appel. Alors maintenant, ils sont un peu améliorés. Ils mettent appel potentiellement frauduleux. Mais quand c'était marqué appel frauduleux, moi, et on émet des millions d'appels par an, je n'ai jamais émis un appel frauduleux. Ouais. Et donc, j'allais presque dire, de quel droit, une tierce app peut se permettre de dire appel frauduleux. C'est faux, ce n'est pas un appel frauduleux. Ouais. Et comme tu disais, c'est basé uniquement sur une fréquence d'appel, basé sur une durée, et ce n'est pas un appel frauduleux, j'en suis certain. Donc, quelque part, c'est en dehors de tout cadre. Je pense que les NPV vont aider. J'espère que, puisque ce sont des contrats tripartites, et je pense que c'est aussi assez révélateur, puisque ça intègre la marque, parce que la marque, l'opérateur et nous, le prestataire de service, sont des contrats tripartites qui sont signés. Et donc, j'espère qu'à la finale, les NPV vont permettre justement de s'assurer que ces numéros utilisés sont utilisés à bon escient et de retirer cette partie. Je pense sans aucun doute que d'ailleurs, les fournisseurs de ce genre d'application vont, si ce n'est d'ailleurs déjà le cas, réduire à 0 le blocage des numéros considérés comme NPV, donc les 0162, 0163, etc. Je pense que déjà vous êtes à 100%, il n'y a plus du tout de blocage d'appel. Ouais, bien sûr. J'espère. D'accord. Je pense. Donc, ce qu'on s'est dit un peu quand on a préparé la table ronde, c'est que
c'est bien de se préoccuper de comment on va traiter la régulation, les contraintes légales, machin. Mais il ne faut pas oublier une chose, que si elles existent, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Et c'est en particulier le changement, l'évolution des attentes, des comportements, des avis et de la perception des consommateurs vis-à-vis du fait qu'on vienne leur parler de quelque chose. Alors, d'une manière ou d'une autre. On appelle ça des campagnes de téléprospection, mais c'est de manière générale l'engagement des marques envers les consommateurs. La manière dont les consommateurs le ressentent a évolué. Et est-ce qu'il n'y a pas, justement, un espèce d'éloignement, une dichotomie entre la façon dont on conçoit, tous autant qu'on est, hein, les campagnes sortantes et ce qu'on appelle chez nos voisins anglo-saxons la me and easy economy, où les gens veulent qu'on leur parle quand ils en ont envie, de la manière qu'eux acceptent et de trucs qui leur importent. Donc je voudrais savoir comment vous le voyez, ça. Régis, je crois que tu as pas mal réfléchi là-dessus. On a réfléchi et puis on a développé des solutions qui permettent, ça reprend ce que tu dis, alors nous on ne le dit pas en anglais, mais c'est plus joli en anglais, tu as raison. En fait, l'objectif c'est d'appeler la bonne personne au bon moment pour le bon produit et si possible, parfois c'est compliqué parce qu'on n'a pas toutes les infos, sur le bon canal. Mais ça, tu en parleras après. Et c'est vrai qu'en fait, ce type d'appel qui est ciblé, donc ça, on travaille beaucoup avec de l'IA pour optimiser, puisque nous on fait des campagnes, mais vraiment de manière industrielle. Par contre, chaque lead est traité, j'allais dire, de manière chirurgicale. C'est-à-dire que chaque lead est totalement différent. On ne va pas appeler... alors ça peut être basé sur du CSP, ça peut être basé... En fait, c'est basé sur la connaissance client. Donc à partir du moment où on a beaucoup d'infos sur cette connaissance client, on va pouvoir segmenter des audiences et on va pouvoir se permettre de joindre la bonne personne au bon moment et de lui proposer la bonne offre. Voilà ce que nous, on pense en termes d'optimisation, aussi bien de... Alors, quand on dit que c'est des modèles à la performance, c'est assez simple. Hein, c'est-à-dire que nous, ce sont des heures produites avec un résultat et puis un prix de vente sur un recouvrement, sur une acquisition, sur une remédiation quand on parle de KYC. Donc, nous, le ciblage et le fait d'être vraiment chirurgical et d'optimiser l'ensemble de nos ressources par rapport à des résultats, c'est fondamental dans les business économiques des prestataires. Et est-ce que tu as des exemples comparatifs, par exemple, de productivité ou je vais dire même d'efficacité plutôt que productivité, de campagnes, pour ceux qui étaient là hier, que moi j'appelle à la mitraillette, par rapport à des campagnes plus ciblées? Ouais. Nous, ça fait 6 ans qu'on travaille sur cette plateforme d'engagement et on s'améliore encore tous les jours puisqu'il y a on fait beaucoup d'A/B testing, on regarde ce qui se passe sur telle typologie, sur telle population, en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on récupère au sein du lead. Quand on récupère un lead qui nous est fourni à nouveau par les donneurs d'ordre, alors parfois, si on n'a pas toutes les infos, et toujours en adéquation avec le RGPD, parce que, crois-moi, on a aussi une DPO et c'est costaud. On fait de l'enrichissement de la donnée avec par exemple, si on n'a pas d'âge, on va travailler un scorage basé sur le prénom. Ça marche pas mal. On a beaucoup d'informations sur de l'open data où on récupère des infos. Et le but est vraiment toujours de cibler pour ne pas sursolliciter. De toute façon, c'est inutile. Et puis proposer la bonne offre. Alors, on a des solutions qui s'appellent le NBA, NBO, c'est Next Best Offer et Next Best Action. Et on est capable de travailler, par exemple, basé sur les argumentaires. On travaille beaucoup entre l'argu et le décroché et l'argu. Et quels sont les argumentaires qui ont fonctionné pour telle ou telle typologie de personnes. Si tu veux un exemple concret, on fait de la vente pour une assurance et en fait, on ne fait pas vraiment de la vente, on fait de l'aide à la vente et il y a un devis qui a été fait en ligne et ensuite, nous, on rappelle quand le devis est en ligne, donc c'est du lead chaud. Déjà, c'est un peu différent du lead froid. Par exemple, sur le lead chaud, ce qui est hyper important, c'est le délai entre le moment où tu reçois l'info du lead chaud et le moment où tu appelles. Tu perds 5% de joignabilité toutes les 3 minutes. C'est juste énorme. Donc tous ces temps-là qu'on a mesurés, on essaie de les optimiser. Et une fois, quand tu as appelé quelqu'un, j'essaie de ne pas faire trop sexiste, mais tu as une femme qui est dans l'Est et qui a 20 ans, ou alors tu as un homme qui est dans le Sud et qui a 50 ans. Si une femme dans l'Est, tu lui expliques, dans tous les argumentaires qu'on a pour faire la promotion de l'offre de notre client, tu lui expliques qu'automatiquement les pneus l'hiver sont changés, pneus été, pneus hiver, c'est intégré dans le prix de ton assurance. Pour la femme de 20 ans qui est dans l'Est, ça claque.
un Marseillais qui a 50 ans et qui est garagiste. Les plus divers, moyens. Non, tu vois ce que je veux dire. Oui, donc en fait, on travaille vraiment beaucoup là-dessus. Donc c'est vraiment la connaissance client. Et puis ensuite, on regarde ce qui fonctionne pas, quels sont les argumentaires. On a une boucle retour et on les met en avant directement sur l'affichage dans la fiche Hermès pour le conseiller. Et ça, c'est pour l'assurance. Je peux te parler d'autres typologies d'appels sortants et on les utilise de cette façon-là. D'accord. Donc, en fait, si on passe de quelles étaient les contraintes, et on vient d'en parler, etc., mais tu as commencé à parler effectivement des solutions, Ouais, tout à fait. ouais. Et est-ce que tu es en train de nous dire que, quelque part, ce changement législatif, il va pas forcément nous faire changer complètement de paradigme, mais qui va juste renforcer et peut-être développer les stratégies vertueuses qui avaient déjà été commencées par le secteur. Moi, je pense, et pour reprendre ce que tu dis tout à l'heure, je pense qu'il va surtout déjà, et j'espère, élaguer une partie de certaines habitudes, de certains prestataires qui sont 10, 15, 20 conseillers, je ne sais où, et qui appellent, voilà. Je ne dis pas que les gros sont les meilleurs. Tu peux avoir de petits qui sont experts et qui savent très, très bien faire les choses. J'en connais. En revanche, je pense que ça va vraiment élaguer. Quand je vois des marques qui confient leur campagne à 30, 35 prestataires différents, t'imagines ? Et des full télémarketing. Hein. Moi, je ne pense pas qu'on puisse vérifier que les 30-35 prestats bossent correctement. C'est ma vision. Déjà 4, 5, 6, c'est complexe. Ouais, donc je pense que cette loi va permettre justement d'éliminer, et puis je pense que c'est à éliminer toutes les arnaques, tout ce dont tu as parlé, et continuer à aller dans le cercle virtueux. Je ne pourrais pas le redire en anglais comme tu le dis bien mieux que moi, mais la bonne personne au bon moment pour le bon produit. Oui, tout à fait. Et j'entends aussi beaucoup que ça fait augmenter le ticket d'entrée sur ce marché, non ? C'est-à-dire que maintenant, il va falloir avoir quand même des moyens et puis une certaine expertise. Tout le monde ne peut pas s'improviser contact center au regard de la régulation. Non, c'est un vrai métier. Non, mais réellement, déjà, les prix des licences Vocalcom, c'est pas donné, mais Je l'attendais, celle-là. Non, mais c'est un vrai métier et ça demande de plus en plus. Mais je pense que c'est pas spécifique aux sortants, tu vois. C'est classique. Tout demande de l'expertise. Et oui, t'as que les meilleurs les meilleurs, ceux qui ont vraiment pris le sujet à bras le corps, qui vont rester, je pense. Et j'espère. Mm-hmm. Et on n'est pas les seuls, il y en a d'autres. Oui, non, bien sûr. Mais, il y en a quelques-uns dans la salle ici, n'est-ce pas ? Oui. Non, mais qui je font pense les choses bien. Bien sûr, non, mais on est nombreux à bien le faire. Mais le but, c'est vraiment d'éliminer tous ceux qui font n'importe quoi. Mm-hmm. Et est-ce que, au-delà de l'adoption de best practice et le respect de la loi, etc., et l'équation vertueuse du bon canal au bon moment et pour la bonne raison, est-ce qu'on a aussi un volet technique de ce changement de paradigme, et en particulier, on en a parlé un peu hier pour ceux qui étaient là, l'utilisation de l'omnicanalité et de l'IA. Est-ce que ça va nous aider, Cécile, à ton avis ? Je pense, oui, d'autant plus que l'IA, c'était un mot-clé un peu à la mode il y a quelques années, et que là, on est vraiment en train de transformer ce mot-clé en vrai use case. Et donc l'IA, il est vraiment maintenant utilisé de plus en plus à différents endroits de la chaîne de la relation client. Il y a déjà tout ce qui est qualification, réponse automatique, les chatbots intelligents entre guillemets, hein, c'est pas toujours le cas, mais ils s'améliorent de plus en plus. Et puis maintenant, ils vont devenir vocaux, c'est-à-dire que potentiellement, ce que les vendeurs d'IA nous disent, c'est qu'en synthétisant la voix, on va pouvoir également avoir de l'IA conversationnelle avec des agents, entre guillemets, des faux agents, qui vont pouvoir répondre à des vraies questions. Bon, ça, on verra si le marché va là-dessus ou pas. Je pense que les gens ont quand même besoin, à un moment donné, de parler à des vrais humains. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Après, donc, il y a toute cette partie automatisation. Il y a la partie aide à la réponse quand un agent prend un appel. Là, l'IA peut évidemment aider à donner la meilleure réponse pour optimiser la réponse client et la satisfaction de celui qui appelle. Et puis l'IA, et là c'est plus dans notre domaine, c'est vraiment aussi au cœur du routage des appels, et pas seulement des appels, mais justement aussi de l'omnicanalité. Et ce qui est intéressant avec cette législation, c'est qu'on voit bien que le fait d'encadrer, typiquement au niveau des appels, maintenant vous pouvez tenter d'appeler quelqu'un uniquement 4 fois par mois. Ça veut dire que forcément il faut vraiment
qualifier cette tentative d'appel. Maintenant, on ne peut plus appeler 15-30 fois et espérer que quelqu'un réponde. Et tant mieux. Et tant mieux. Et du coup, je veux dire, la technique et l'IA vient en renfort de cette contrainte-là pour en faire quelque chose de meilleur. Et ça, c'est intéressant, le fait de dire, voilà, on passe que à 4 appels, ou 4 tentatives d'appel. Du coup, le but, c'est vraiment de maximiser la réponse et l'opt-in au premier appel, pratiquement. Et la joignabilité. La joignabilité, Ouais, et du coup, vraiment contacter la bonne personne. Et une fois qu'on l'a au bout du fil, en effet, dérouler un argumentaire cohérent et percutant par rapport à cet appel-là. Donc, je pense que c'est toujours pareil, c'est less is more, quoi. C'est tout à fait. plus on réduit les choses, le mieux on essaye de faire. Et sur l'opt-in et tout ça, est-ce que Alors, non, l'omnicanalité mais va nous aider? je voulais revenir sur, Ouais. sur les 4 appels. En plus, c'est 4 appels. Et c'est encore une fois, c'est de la responsabilité du donneur d'ordre. Donc, Ouais. quand Régis évoquait le fait qu'on avait des donneurs d'ordre qui avaient 35 centres d'appel, je ne sais pas comment ils vont être en mesure d'assurer à leurs prestataires de services qu'ils vont permettre à leurs prestataires de services de respecter la loi, puisqu'il va falloir que ce soit 4 appels glissants sur 30 jours, mais par donneur d'ordre. Enfin, je me permets d'insister, mais ça change quand Voilà, même ça pas veut mal dire de une choses. en réalité. synchronisation des listes d'appels entre 35 donneurs Oui, d'ordre, oui, compliqué. ça ouais, commence à être effectivement. compliqué. Voilà, ouais. ils Enfin, passent entre pas les mêmes 35 leads prestataires, pardon. tu vois, ils passent pas les mêmes leads au même prestat. Oui, mais ça reste Faut la pas même qu'il y ait de personne qui peut ratage. être appelée. Ça Faut reste pas- la même personne qui Ouais. peut être appelée. Donc, à la fin, le résultat Ouais. est le même. C'est-à-dire qu'il va falloir coordonner. Ouais. Et c'est Ouais. encore une obligation sur les Ouais, donneurs c'est ça, d'ordre. ouais. 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 Mais est-ce que on a vu tout à l'heure, je sais pas qui était là sur l'atelier qu'il y avait avec Infobip et Meta, qui était là? Ouais, je vois qu'il y avait du monde. Ouais. En fait, j'ai posé la question à Meta justement. Comment on va faire pour éviter de saturer les messageries WhatsApp des utilisateurs après le lancement de WhatsApp Entreprise? Est-ce qu'on va pas avoir, si on fait pas attention, si on prend pas le truc d'une autre manière depuis le début, le même genre de dérive sur l'omnicanalité? Et est-ce que quelque part, il ne faut pas qu'on s'autorégule tout de suite? Et il m'a dit, mais non, normalement, ça ne devrait pas marcher comme ça, parce qu'on va construire des parcours qui sont destinés d'abord à obtenir l'opt-in et ensuite avoir un parcours client qui permette soit de closer une vente, soit d'obtenir une information, soit de venir en renfort pour du service client. Voilà, donc ça sera, pour eux, ils disent que ça sera très ciblé. Est-ce que ça, on pense que c'est comme ça, ou est-ce qu'on voit déjà qu'il peut y avoir des dérives, comme il peut y avoir eu déjà en SMS, même si ce n'est pas régulé, même sur les asynchrones? Moi, je pense qu'au plus tu vas ouvrir des canaux pour contacter quelqu'un, au plus tu vas être tenté d'y aller. Et après, WhatsApp, c'est pas 4 centimes ou 5 centimes du SMS. C'est ce qu'ils m'ont dit aussi, que c'était beaucoup plus cher. Donc, je pense que tu vois, ça fait réfléchir du monde. C'est pas délibéré, donné. apparemment. Ouais, et puis c'est compliqué. C'est quoi un message? Parce qu'en fait, en plus, tu peux être en contact, tu peux avoir question-réponse. Donc, est-ce qu'un message, c'est à chaque fois que tu as une Non, c'est question, par une réponse? conversation, je crois. Voilà, donc ça peut aller très 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 vite. Donc je pense que le modèle éco, ça va déjà être un frein. Ouais. Mais malgré tout, si tu ouvres des canaux, ben forcément, tout le monde va essayer de s'engouffrer pour communiquer. Ouais, je pense que l'opt-in a clairement un rôle à jouer, d'une part parce qu'il est plus facile désormais avec les moyens techniques qu'on a de collecter les opt-in, de les conserver, de s'assurer qu'on a bien pour telle campagne, pour telle finalité obtenu les données, qu'on peut les traiter et qu'on peut dès lors faire lancer la campagne, que ce soit par un canal classique, voix sortante, ou que ce soit par du WhatsApp. D'ailleurs, ailleurs en Europe, la plupart des pays sont en train plutôt de bouger vers ce genre de pratique. Le consentement, donc. Ouais, le Le consentement consentement étant la préalable règle pour, forte. en fait. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est issu finalement du droit des données. Hein. C'est un des principes et un des éléments qui justifie le traitement légal des données des clients, c'est de solliciter leur consentement. Et dès lors, toute la chaîne peut dérouler ses fonctions différentes. Donc, comme on disait hier, en fait, l'omnicanalité peut nous aider à obtenir le consentement des utilisateurs de façon à pouvoir utiliser après la voix en deuxième phase, on va dire, lorsqu'on a besoin d'un contact extrêmement engageant et de manière compliant. Puisque les règles qui s'appliquent aujourd'hui, et encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour s'autoréguler,
les règles qui s'appliquent aujourd'hui ne s'appliquent pas dès lors que le consommateur a donné son consentement. Donc tout le truc consiste à ne parler qu'aux gens qui sont d'accord, ce qui me paraît assez logique en fait, et obtenir leur consentement d'une autre manière. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Je suis en phase. Voilà. Une dernière phrase de conclusion, parce que je crois qu'on est légèrement 3 minutes en retard, excusez-nous. Et ensuite, peut-être qu'on aura 2 minutes pour les questions. Oui. Donc, une dernière phrase pour chacun d'entre vous en conclusion. Le mot de la fin. Régis ? On parlait surtout de vente. Et moi, je pense que le français n'aime pas les commerciaux, mais aime acheter. Et je pense qu'ici, on peut dire la même chose. Sur l'appel sortant, c'est quand même pratique de commercialiser, puisque c'est un moment où on peut négocier quand on est au téléphone, chose qu'on n'a pas quand on est devant une appli. Et je pense que la demande d'acquisition de nouveaux clients existera toujours chez les marques, quel que soit le billet, quel que soit le moyen. Et pour l'instant, l'appel sortant a un bel avenir, régulé et fait correctement, comme on l'explique, a toujours un bel avenir devant lui. D'accord. Cécile, un dernier mot en conclusion ? Moi, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire plus de qualité, moins de quantité. On n'a pas non plus aussi parlé d'environnement, mais c'est important. C'est aussi des millions d'appels qui ne seront pas sur le réseau et qui prennent beaucoup de ressources. Et donc, je pense que tout cet encadrement va quand même nous aider, nous, en tant que consommateurs, nous aider, nous, en tant que professionnels. Et puis, quelque part, c'est quand même pas plus mal pour la planète. Merci Cécile. Est-ce qu'on a des questions, des réactions, des suggestions ? Pas tous en même temps. Tout était clair, limpide, vous avez tout compris en fait. L'exposé était de qualité. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on a dit avec lesquels vous n'êtes pas d'accord ? Est-ce qu'il y a... Voilà. Je pense qu'ils veulent des conseils en rénovation énergétique. Parce que du coup, maintenant que c'est interdit, ils n'ont plus d'informations. On va vous appeler, nous, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai eu beaucoup de voyance aussi. Je ne sais pas si vous avez eu ça. Des gens qui... Non, c'était pas mal aussi ça. Moi, j'ai eu juste un centre de contact qui m'a juste piraté en même temps ma carte bancaire, mon compte et la totale. C'était très, très drôle. Sérieux, il n'y a pas de question ? Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec un truc qu'on a dit ? J'y crois pas. Si ? Bon, d'accord. Je voulais juste vous dire que pendant la conférence d'hier, j'ai dit une bêtise. Et l'un de mes directeurs produits ici présents m'a dit que j'avais dit une super grosse bêtise, parce que je crois que c'est une dame qui était là tout à l'heure, qui m'a demandé comment on authentifiait les utilisateurs au travers de plusieurs canaux, et j'ai dit que c'était pas possible, et en fait c'est pas vrai du tout. Alex, tu veux nous dire ce qui est la vérité ? Vas-y, lève-toi. Tu pouvais juste lui passer le micro. Je suis désolée pour la bêtise. Non, mais c'est nouveau et du coup il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, une autre bêtise, c'est effectivement c'est des conversations. WhatsApp, ça coûte 7 centimes par conversation de 24 heures versus des SMS où on paye par SMS. Donc si on a 10 échanges, c'est 10 fois plus cher. Et l'authentification, effectivement, sur son téléphone, quand on est authentifié de façon biométrique avec son pouce, eh bien derrière, c'est assez facile de reconnaître cet utilisateur et de dire qu'on est bien authentifié. Et du coup, le résultat de ça, c'est qu'on a le droit d'aller chercher les données personnelles du client. Et donc, dans des cas d'usage qui sont la banque, qui sont même la santé, on peut arriver avec une donnée contextualisée, immédiate, parce que l'utilisateur est authentifié. Vous avez un stand ? Approfondir le sujet, vous pouvez venir sur le stand Vocalcom. Voilà, oui, merci à tout le monde. Si vous voulez approfondir le sujet, en discuter, vous pouvez venir sur le stand Vocalcom. On est un peu au milieu là, vous nous avez peut-être vu. Merci encore.